En 1988, Chronopassion est lancé par un certain Laurent Picciotto. Au fur et à mesure des années, il contribue à l'essor de nouvelles marques et fait très régulièrement des modèles en partenariat, notamment avec Audemars Piguet, Richard Mille, Hublot, MBNF, Gérard Perregaux et j'en passe. Aujourd'hui, Chronopassion est considéré comme l'un des plus gros retailers horlogers du monde. Bonjour Monsieur Picciotto, merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Comment allez-vous ? Ça va bien. Plus gros retailer du monde, non. C'est pas vrai. L'un des plus gros alors. Non. Non, un des plus atypiques sûrement. C'est vrai. Un qui fait partie aussi des détaillants très connus, peut-être même d'ailleurs de façon inversement proportionnelle à son volume de business, ça encore oui. Mais c'est pour des raisons qu'on va sûrement développer, mais ça va bien. D'accord. Alors, mais commençons. Présentez-vous. Simplement, moi j'ai ouvert une boutique en 88, donc il y a 32 ans maintenant, à une époque où il n'y avait pas de boutique de montres, à une époque où les bijoutiers, les joailliers proposaient également des montres. D'ailleurs, l'horloger, bijoutier, joaillier, orfèvre, comme on dit, HBJO à l'époque, proposait des montres, mais aussi la timbale en argent pour la communion ou autre. Donc c'était finalement une habitude, et beaucoup de gens dans ce métier, leur vocation c'était de vendre des pierres, des bijoux, etc. Et les montres c'était un peu secondaire pour eux, pour une grande majorité d'entre eux. D'abord parce qu'ils considéraient que c'était un autre métier, ce qui est une réalité, que ça tombait en panne, que c'était moins profitable en termes de business, etc. Bon, donc ils faisaient à l'époque peut-être 15-20% de leur chiffre d'affaires avec l'horlogerie. Et moi, à cette époque-là, j'aime bien les bijoux, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, mais j'avais envie, en tout cas pour en faire mon métier, de m'occuper principalement de montres, d'horlogerie. Et j'ai eu la volonté d'ouvrir une boutique dédiée uniquement aux montres, sans bien savoir d'ailleurs ce que j'allais proposer, si ce n'est que mon sentiment, c'était d'avoir envie de proposer avant tout des choses exceptionnelles, d'une confidentialité la plus forte la plupart du temps, parce que de mon point de vue, le luxe a une nécessité de rareté, et on en reparlera sûrement, mais le luxe a en gros disparu aujourd'hui, puisqu'on est rentré maintenant dans un luxe de masse d'une certaine façon. Et on se retrouve donc à l'époque, je me retrouve à ouvrir cette boutique, donc la même de là où nous sommes, au Saint-Honoré, et d'avoir, après avoir fait un tour en Suisse, Gérald Ginta à l'époque me dit finalement pourquoi ouvrir avec différentes marques. Moi je fais mieux que tout le monde et je fais surtout énormément de choses et je travaille en plus quasiment à la pièce. Donc je suis vraiment dans... Et je fais des pièces compliquées à une époque où et il en faisait beaucoup, à une époque où il y avait quand même beaucoup moins d'acteurs sur ce sujet. Donc j'embarque, on ouvre Chronopassion en proposant uniquement les montres Gérald Ginta, de 88 à 90, 91. Et 91, je décide, parce que j'ai le sentiment que être monomarque me prive en fait de discuter avec tous les amateurs, et je décide à ce moment-là de devenir multimarque, mais de façon un peu rapide, c'est-à-dire que je prends une quinzaine de marques à l'époque, avec aussi bien des institutionnels type IBC, Gégère, à cette époque-là, même si à l'époque ils sont beaucoup plus, enfin, je veux dire, avec une audience beaucoup plus restreinte que ce que c'est devenu par la suite, puisque à l'époque ils n'étaient pas encore Richemont,
une vague filiale de VDO, Mannesmann, qui s'appelait les manufactures horlogères. Et déjà quelques indépendants à l'époque. Des gens qui, dans leur coin, font des trucs un peu bizarres, qui étaient soit du sérail, soit pas, d'ailleurs. On y reviendra peut-être. Et donc l'histoire, elle commence en fait vraiment sur ces deux postulats, c'est-à-dire proposer uniquement des montres, et proposer des montres en faisant un choix où la marque, elle est importante, mais elle n'est pas déterminante. C'est-à-dire que finalement, ce qui est quand même antinomique par rapport à la logique du retail en règle générale, où les acteurs de ce métier, et c'est assez normal, ils veulent les marques qui ont la plus forte notoriété et qu'on leur demande de façon permanente. Moi, mon idée, c'était plutôt de dire, bon, je prends ce qui m'épate en espérant transmettre cette émotion à mes futurs clients. D'accord, je vois. Mais dans ce cas-là, comment vous êtes venu cette idée de créer l'idée, Chronopassion? elle est passionnelle, comme toujours. C'est-à-dire que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que mon père était passionné sur le sujet. Il n'aimait pas qu'on dise qu'il était collectionneur. Il préférait avoir le statut d'accumulateur. Parce que la collection, elle introduit souvent une notion de dépendance. Donc, dès l'âge de 10-12 ans, il m'a emmené de temps en temps, que ce soit à Genève, faire la rue du Rhône, ou que ce soit voir la Royal Oak en 72, et ensuite en 74, Place Vendôme, chez Chaumet, au premier étage, où il y avait un magasin multimarque qui s'appelait Les Temporels. Donc c'est un sujet qui m'intéressait. Moi, j'avais fait quelques différents métiers auparavant, mais bon, sur le sujet, c'était quelque chose où je m'arrêtais devant toutes les vitrines horlogères, je me renseignais, je lisais pas mal de catalogues, etc. Et je rêvais d'un jour de pouvoir posséder telle ou telle pièce. Donc il y avait une attraction forte sur le sujet, et finalement cette idée, ça a été un peu de dire, j'ai dit à mon père à l'époque, finalement, ce serait assez finalement sympathique d'ouvrir une boutique qui pourrait être la boutique qu'on aurait aimé rencontrer. C'est-à-dire justement de ne pas être dans l'offre qui est relativement linéaire en règle générale, ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire soit un groupe, soit l'autre, avec telle ou telle marque indépendante au milieu, et d'avoir une boutique atypique qui propose autre chose, un autre éventail, avec des choses qu'on rencontre peu ou même jamais, tout en ayant aussi des marques institutionnelles, si elles sont dans ce cahier des charges de choix, en disant ça amène quelque chose au sujet. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, bon, on fait que des montres, la marque, c'est pas le plus important, ce qui compte, c'est vraiment l'objet, qu'est-ce qui l'amène au sujet? Et ça a démarré, je dirais, un peu comme une improvisation sur le sujet. Et ça a été très compliqué parce que le marché à l'époque était loin d'être ce qu'il est devenu par la suite. Notamment, on en reparlera sûrement au niveau des années 2000. Ça a pris pas mal d'années, je veux dire, pour que les choses, au-delà du côté sympathique et intéressant, soient viables. Ça a pris peut-être 6 ou 7 ans pour que... D'abord, parce qu'il y a la notion de constituer une clientèle, mais ça c'est vrai dans tous les business. Mais j'ai envie de dire, à plus forte raison, quand on vend des objets chers. Parce que je ne peux pas acheter un objet cher à quelqu'un si je ne lui fais pas confiance. Normal. Et moi, à l'époque, j'avais 27 ans, donc c'était peut-être encore un handicap supplémentaire pour que les gens soient en confiance en disant « Ok, bon, il a l'air cool, le gars, tout va bien. » Mais d'abord, la vraie question qu'on peut se poser, c'est ce qui sera encore là dans 6 mois. Oui. Surtout de par la démarche un peu
cool qu'il est en train de réaliser, mais est-ce que c'est une démarche raisonnable? Oui. Et en fait, la déraison est plutôt ma philosophie sur le sujet. Je vois. Mais depuis la création de Chronopassion, mais comment avez-vous vu évoluer ce marché, horloger? Il a évolué de différentes... on a eu vraiment différentes époques. Je dirais de 88 à 95, c'était une époque où il se passait pas grand-chose. D'abord, c'était un métier où il se passait pas grand-chose. Les rescapés de la crise du quartz faisaient leur boulot. Mais j'ai envie de dire que bon, et puis on était à une époque aussi où grosso modo, à part peut-être quelques amateurs, collectionneurs et vraiment ceux avec les plus grosses pathologies, grosso modo, on était quand même aussi dans une époque où c'était peut-être pas jusqu'à une montre pour la vie, mais pas loin. Oui. Je veux dire, il n'y avait pas la frénésie qu'on a pu connaître après. J'ai le sentiment qu'à partir de 95, les choses ont commencé à frémir. De 95 à 2000, il y a eu finalement pas mal d'acteurs qui se sont intéressés au sujet, y compris des acteurs qui n'étaient pas du milieu du sérail horloger, c'est-à-dire à un certain moment, on a même vu rentrer, ce qui est complètement normal aujourd'hui, des marques de joaillerie devenir, on va dire, enfin, qui étaient déjà pour certains, mais qui le faisaient de façon plus moins probante, ont accéléré sur le sujet, et on a vu surtout rentrer des marques de mode sur le sujet. Et donc, ça veut dire que d'un seul coup, des joailliers sont devenus des acteurs de plus en plus importants, notamment sur la montre de femme, principalement. Mais on a vu des marques de luxe venir sur le sujet et qui sont devenus des acteurs relativement importants assez rapidement. Et on peut considérer que dans ces années-là, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, à un moment, tout le monde s'est mis à faire des montres. C'est-à-dire qu'on compte plus facilement encore aujourd'hui qui n'en fait pas. À partir du moment où j'ai une marque à puissance de feu lourde, avec une notoriété planétaire, grosso modo, je fais aussi des montres. Même si mon cœur de métier, c'est le cuir, ou c'est le vêtement, ou c'est... que sais-je, la montre, à un moment, elle devient une évidence sur... d'abord, pour véhiculer et conforter cette notoriété, et aussi parce que si c'est bien fait, et ça a été à bien des reprises le cas, il y a une identité forte qui est traduite jusqu'à la montre dans des maisons qui font pléthore d'autres spécialités. Donc ça a quand même participé dans ces années de frémissement. On peut dire d'ailleurs aussi, entre 95 et 2000, évidemment Jean-Claude Biver, quand il lance Blancpain, il le lance avec un marketing très abouti, d'abord en mettant la crise du quartz derrière, en disant on ne fait pas de quartz, on n'en fera jamais. Et il réveille une sorte de marketing de tradition horloger, c'est-à-dire que il avance en fait sur les pièces compliquées, la maîtrise horlogère, les métiers d'art, et redonne une valeur sur l'intervention humaine qui avait été dissipée par l'arrivée du quartz et qui avait mis à terre beaucoup de monde dans l'horlogerie traditionnelle. Et il redonne ses lettres de noblesse finalement sur l'âme qu'on peut avoir sur une montre de tradition et qu'on n'avait probablement plus sur une montre à quartz. Donc 95-2000, ça commence à frémir un peu dans toutes ces directions. Les choses, donc il y a de plus en plus de promotions, de plus en plus de papiers, d'articles, etc. Des revues qui commencent à sortir sur le sujet. Le net, évidemment, qui commence à être
aussi, parce que bon, 88, il n'y a pas d'internet, hein, donc 95-2000, là d'un seul coup, il y a un véhicule supplémentaire avec avec le web qui accentue la démonstration, la connaissance sur le sujet. Et donc ça déclenche beaucoup de gens qui d'un seul coup s'intéressent à ce sujet, soit qui s'y intéressaient déjà pour une petite partie d'entre eux, soit des nouvelles passions qui naissent chez des gens qui étaient pas du tout finalement investis dans cette approche. Et puis, on a les années 2000 où alors là, on passe en mode PlayStation, c'est-à-dire que les pays émergents, qui sont d'abord le marché russe et ensuite le marché chinois, et bien d'autres. Il n'y a pas que les pays émergents, mais en tout cas, il y a une fièvre sur le sujet où d'un seul coup, alors, tout le monde veut acheter des montres. Et pas une montre, mais des montres. Et là, c'est l'explosion, c'est-à-dire que alors on dit souvent, oui, il y a la crise de 2008, donc on parle souvent de la période 2000-2008, mais j'ai envie de dire que 2008 n'a pas été un coup près, ça a été une stabilisation et une consolidation. Donc je parlerai plutôt d'une période qui va des années 2000 jusqu'à 2015, grosso modo. D'accord. Et là où on peut considérer qu'il y a eu une bulle horlogère. Une telle bulle d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y a encore plus de monde qui veut faire des montres. Donc, on voit tout et n'importe quoi. Il y a, quand je dis tout le monde, c'est qu'on va avoir des génies, des opportunistes, des pirates, des naïfs, des bandits, enfin je veux dire, vraiment tout le monde. Et on voit bien d'ailleurs, à l'époque, la foire de Bâle, quand on regarde la foire de Bâle à l'époque, et qu'on regarde des stands ultra démonstratifs, et vraiment avec une volonté de montrer sa force et l'empire qu'on représente, même si on est jeune, marque dans le métier, et de voir le nombre de marques de l'époque qui, pour certaines, n'existent plus, ou vivotent de façon précaire pour encore peu de temps. Donc, ça a été des années très compliquées parce que la connaissance a été amplifiée par le web, c'était une bonne chose, et en même temps, donc, tout le monde devenait expert. Tout le monde connaissait tout. Et beaucoup de gens se sont inscrits dans ce parcours avec la tête qui parfois a un peu disjoncté. C'est-à-dire que moi j'étais très, très soucieux à cette époque-là de rester sur mon cahier des charges, c'est-à-dire de ne pas céder au chant des sirènes en disant là il y a un nouveau truc. Il faut y aller. Ça a l'air génial, et puis un an après, c'est une catastrophe. Donc de rester sur les fondamentaux, de dire bon, on revient à l'histoire de la confiance aussi, hein, tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, de la même façon, il y a des gens avec qui je travaillerais volontiers parce qu'ils font des trucs formidables. Mais si j'ai pas confiance en eux, je n'irai pas non plus. Parce que on veut une relation long terme. On veut que les gens qui sont là soient pas juste des illuminés horlogers, mais qu'il y ait une volonté, parce qu'on a vu dans ces années-là aussi, en fonction du marché, des gens qui twistaient à 180 degrés en fonction de la tendance. On était obligé de lever la tête sur certains stands pour être sûr qu'on était bien chez la marque, sur le bon stand, là où on avait rendez-vous, et en se disant, mais l'année dernière, les mecs, ils proposaient pas du tout la même chose. Donc on a vu ceux qui sont restés, on va dire, sérieux, cohérent et sur les rails, ce qui n'empêche pas d'innover et de surprendre et d'être disruptif et d'amener des nouveaux trucs. Mais on a vu aussi son contraire, quoi. Et puis je dirais que depuis 2015, c'est devenu beaucoup plus compliqué, alors pour plein de raisons, mais je pense que Apple est une raison majeure, parce que même si c'est difficile de comparer une pièce technique de tradition avec une Apple, mais le poignet, c'est quand même le même.
et que donc Apple a fait un braquage sur le poignet de la plupart enfin, d'un très grand nombre d'amateurs, et qui sont devenus donc la première année deuxième sur le marché, et premier depuis à partir de la deuxième année. Les Suisses sont pas capables aujourd'hui de fabriquer des ordinateurs. Demain, si je demande à Apple, même si c'est la plus grosse boîte du monde et qui sont vraiment au top, si on leur demande de fabriquer des pièces compliquées sur des mouvements mécaniques, c'est pas leur job. Donc, on se bat aujourd'hui contre X fonctions. En fait, on se bat pas à produit égal. On se bat sur un autre produit qui va donner des tas de choses qui sont ou qui semblent, mais qui sont indispensables pour des tas de gens, parce qu'il y a des millions d'applications qui fait que chacun il trouve son compte. Pour l'un, c'est la santé, pour l'autre, c'est le sport, pour l'autre, c'est la connexion permanente, etc. Il y a beaucoup de gens, parce que le marché baisse, mais il existe toujours, beaucoup de gens qui disent, bon, c'est bon, j'ai mon ordi, mon téléphone, mon pad, machin, je ne vais pas en plus avoir une sorte de menotte digitale au poignet. Et de la même façon que je reste avec, je sais pas, une voiture à boîte manuelle, voire une ancienne, etc. Ça fait partie de mes plaisirs. Mais ça a découragé des gens qui étaient vraiment dans le truc et qui sont passés à autre chose, parce que pour eux, d'un seul coup, l'horlogerie traditionnelle a refait partie du passé, à peu près la même chose que ce qui s'était passé avec le quartz, même si c'est revenu. Alors bon, on verra la suite des événements. Il y a je veux dire, les gens de chez Apple, les gens de Microsoft ont chacun des visions différentes. On sait que les Google Glass, on n'y est pas, mais on sent aujourd'hui qu'Apple va peut-être revenir là-dessus, etc. Mais à un moment donné, le poignet, c'est quand même la partie du corps la plus commode, pratique, pour avoir des informations. Même s'il y a beaucoup de théories sur le sujet aussi, de dire qu'on passera de l'écran à la projection, de la projection virtuelle dans l'espace, pour, avec ses doigts dans l'air, répondre à un message ou choper des indications en vision haute, etc. Bon, alors ça c'est plus commode avec des lunettes qu'avec une montre, mais c'est très difficile à dire. Les choses vont vite, mais elles vont pas si vite que ça. C'est-à-dire qu'Apple aujourd'hui, si on leur pose la question, et s'ils y répondent, parce que la confidentialité chez eux, c'est des entretiens assez compliqués, quoi qu'il arrive, pour l'instant en tout cas, on n'a pas fini de voir les Apple Watch au poignet pour longtemps. Mais bon, il reste une population, je dirais, d'amateurs, d'intérêts qui ont pas... Enfin, tout le monde n'a pas basculé dans ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que les années qu'on vient de décrire auparavant, oui, ça c'est une certitude. Mais bon, moi je travaille maintenant depuis très longtemps avec des indépendants qui fabriquent 150, 180, 200 montres, 100 montres, pour une partie d'entre eux qui font des choses qui d'ailleurs parfois n'ont plus grand chose à voir avec une montre au sens où on l'entend, ou en tout cas où on le raisonne. Et la réalité de ça, c'est que il reste quand même beaucoup de dingues qui s'amusent avec des drôles de machines faites par d'autres dingues, quoi. Et on participe tous à s'auto-intoxiquer pour devenir fou sur le sujet. On l'est déjà pas mal, mais en tout cas on entretient bien la flamme. Et est-ce que vous pensez que Chronopassion vendra un jour des montres digitales ou des montres connectées, mais dans un futur proche ? C'est déjà le cas. Hublot a introduit la Big Bang, il y a peu de temps, et on les vend. Ah, bien sûr. Mais c'est assez logique, parce que sur une marque comme Hublot, qui est devenue une marque institutionnelle, donc avec des productions qui sont très, très éloignées des indépendants dont je parlais il y a un instant, et avec cette volonté, je veux dire, d'être à la pointe des matériaux et de la fusion, c'était assez logique, d'autant que dans le groupe, TAG fait partie du groupe et avait développé à l'époque avec Jean-Claude qui était Guibert, qui était aussi qui poussait beaucoup là-dessus. Une des premières montres connectées du groupe, qu'on va trouver d'ailleurs dans le groupe LVMH aussi, sur le monde Vuitton et autres. Donc Hublot est de façon assez logique à démarrer cette histoire aussi. Bon, pour nous aujourd'hui évidemment, c'est
c'est anecdotique parce que c'est une marque sur plus de 30 marques qu'on représente. Mais c'est infime. Oui, bon. C'est ça. Maintenant, ce qui est vrai aussi, en tout cas, c'est que quelqu'un qui veut une montre connectée, il ne pense pas à venir chez nous en premier. Il pense à venir chez nous quand d'ailleurs il ne veut pas une montre, quand il veut juste être étonné et voir un objet qui bouscule son esprit, quoi. C'est vrai. Et une question me vient en tête. Mais combien de marques avez-vous lancé? Ou sinon, mais combien de modèles avez-vous lancé justement avec les marques que l'on retrouve chez Chronopassion? Alors, je peux pas dire que j'ai lancé des marques. Ce que je peux dire, c'est que j'étais souvent... Vous avez aidé? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup accompagné sur la décision que la marque existe et de l'accompagner et d'être le premier souvent à y croire et à dire ok, je veux faire la marque même avant qu'elle existe. Ça, j'ai participé à beaucoup, j'en oublierai probablement, mais en tout cas, je veux dire des gens comme Urwerk par exemple, quand ils sont venus me trouver à l'époque, ils m'ont montré les dessins, ils n'avaient pas d'argent, avec quelques amis détaillants. On leur a dit bon, on fait comme vous voulez. Si vous voulez des actionnaires, si vous voulez, bon, ils préféraient qu'on fasse une souscription, donc on a avancé de l'argent et puis ils ont travaillé pendant 2 ans, ils sont revenus, et ils avaient fait leur première série de montres. Ça a été la même chose avec Max Busser pour Max Busser & Friends. BNF, Max, je le connaissais depuis très longtemps. Il était patron de Harry Winston Timepieces, il avait inventé le concept des opus, il travaillait déjà avec Urwerk, il travaillait avec Journe, il travaillait avec plein de gens, Utilainen et d'autres. Et le jour où il quitte pour dire je vais faire ma propre marque, j'allais dire presque label, parce que MBNF c'est un peu quelque chose de différent, plus à une expérience, quoi. Et c'est pareil, Max est venu à l'époque sur la première machine horlogère, la HM1. Il dit bon, voilà, est-ce que tu finances le truc aussi en souscription, machin? Oui, parce que je connais Max, je sais que ça va être fantastique et que il faut le tenter parce que ça va être génial. Donc, des histoires comme ça, j'en ai vraiment beaucoup, même encore aujourd'hui. Bon, après, il y a eu dans les mêmes époques, Richard Mille est venu me trouver en me disant bon, est-ce que je pourrais discuter avec toi 2 heures par semaine parce que je suis en train de regarder, je suis chez Mauboussin, mais je vais lancer ma propre marque, etc. Donc l'idée c'était de dire on va faire quelque chose de très radical, on va s'autoriser absolument aucune limite de prix en termes de fabrication et pour proposer quelque chose qui soit très détonnant. Alors les 2 heures, elles sont devenues 20 heures, 40 heures, machin, donc Richard a passé le temps là où vous êtes installé. Et on a travaillé, donc c'était 2000-2001, et puis on a sorti la RM01, il y avait 43 exemplaires la première année, là, une fois de plus on servait de laboratoire, on a vendu 6 pièces cette année-là. Nos amis Westheim à Los Angeles, du coup, se sont intéressés au sujet. Marcus Margolis à Londres aussi. Et beaucoup et Dominique Fourneau à Saint-Barth, enfin, j'en passe, toute une bande de dingues qui avaient les clients pour ça et qui ont participé à l'histoire. Donc là, j'étais actionnaire, donc j'étais un peu plus qu'accompagnant. Et puis comme souvent dans les associations, ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire quand ça marche très mal ou très bien, d'un seul coup les choses se tendent un peu et donc je suis sorti au bout de 5 ou 6 ans, sachant que de toute façon aujourd'hui Richard a décidé de sortir de la distribution et de ne vendre qu'au travers de ses boutiques. C'est-à-dire qu'en fait, bon, alors maintenant c'est quelque chose c'est assez récurrent, hein, je veux dire, les détaillants en font les marques, en tout cas participent à l'histoire, montent le truc, etc. Et parfois ça se passe bien, et puis parfois, une fois que c'est fait, on leur dit bon, merci les gars, vous êtes gentils, on va passer à autre chose. Alors de la même façon, donc j'ouvre en 88, mais en 97, à une époque où il n'y a pas beaucoup de boutiques de marques,
je travaille avec Audemars Piguet à l'époque, et ils viennent me voir en me disant, et Ben Amias est déjà là, hein, Ah oui. et ils viennent me voir à l'époque en me disant, bon, on ouvrirait bien une boutique, parce qu'on n'a pas de boutique. Et puis, bon, ce que je pense aussi, c'est qu'à l'époque, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une boutique, qu'est-ce que c'est un client même. Mais comme plein de maisons à cette époque-là. Et je dis, ok, on le fait mitoyen de Chrono. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre chez Chrono partira peut-être avec une Audemars, mais quelqu'un qui rentre chez Audemars partira peut-être avec autre chose à côté. Parce que le problème du monomarque, c'est souvent, ah ben, moi ce que je fais c'est super, et le reste ça n'a pas d'intérêt. C'est vrai. Donc moi ça c'est quelque chose qui me gêne. Je suis pas là, je suis pas complice de l'un ou de l'autre. Je prends les marques parce que je les aime. Et ce qui compte avec un client, c'est qu'il parte avec la montre qui est la meilleure pour lui en termes d'émotion quoi, et de satisfaction. Donc on ouvre la première boutique Audemars au monde à l'époque, on fait 10 ans, et puis après ils ouvrent plein de boutiques, etc. Donc on arrête et on ouvre la première boutique Hublot, puisque là c'est en 2007, à la place de cette boutique Audemars à l'époque, au tout début de l'aventure avec Jean-Claude et avec Ricardo Guadalupe par la suite. Donc maintenant, encore une fois, hein, il y a beaucoup de maisons. On parlait aussi de Singer tout à l'heure sur les chronos centrales d'Agénor. Bon, je suis le premier à signer parce que d'un seul coup, je dis c'est incontournable. Mais ça m'est arrivé tellement de fois que je ferai pas la liste parce qu'elle est trop longue et j'oublierai forcément des gens. J'ai un live ce soir avec HYT. On discutait avec les actionnaires d'HYT 2 ans avant que la montre soit créée, sans savoir s'ils arriveraient à faire une montre fluidique avec Dieu sait tous les problèmes qu'il y a eu. Des gens comme Ressence, c'est les mêmes histoires. Quand je rencontre Benoît Mentins à l'époque où ça montre encore une couronne, qu'elle n'est pas complètement sérieusement à toute épreuve, etc. Je vois ce garçon, je lui dis, on y va. Et il me dit, j'ai pas de détaillant. Et je dis, il faut bien commencer. Mais je serais ravi qu'on commence ensemble. Et ça fait plaisir, en fait, 10 ans après, de voir qu'il se porte bien, qu'il est là, qu'il continue de réfléchir, qu'il continue d'inventer, au même titre que Félix chez Urbair, que Max sur MBNF, etc. Donc ensuite, si on parle de marques plus institutionnelles, il se trouve, je pense à Panerai par exemple. Panerai, je suis seul à l'époque, avant que Richemont achète la marque. D'accord. Il y a l'horlogerie suisse à Florence, donc la maison historique propriétaire de Panerai, et nous. Simplement parce que Stéphane Siechka, à l'époque, a signé un contrat de distribution et me montre, et je dis, bien sûr que j'embarque. Bon, alors évidemment, avant Richemont, c'est pas la même histoire. Le jour où Richemont, en tout cas pour les belles années Panerai, on a fait, 10 ans incroyables avec 100 mètres de queue devant la boutique quand on faisait une édition limitée. Ah oui. Avec des gens qui venaient du monde entier. Bon. Donc c'est de rester en éveil sur le sujet. Ulysse Nardin, à l'époque de Rolf Schneider, quand je vais le voir, il me dit... Le marché français, c'est des ânes, ils comprennent rien à mes montres, etc. Je lui dis, écoute, mon père a acheté le seul astrolabe que vous ayez vendu en France. Ah ouais, il me dit, bon, rentre. Bon, et puis on démarre avec Ulysse, et à une époque où mais personne ne connaît la maison. J'entendais dans un des podcasts où tu parlais du Trois Ponts. Quand Gino Macaluso achète Gérard Perregaux à l'époque, donc dans les années 80, enfin fin 80, je fais pas la marque, je passe devant le stand, je vois une boîte avec tourbillon sous 3 ponts d'or. La Esmeralda. Non. Ah non. Le premier, la montre de poignet, donc tourbillon sous 3 ponts d'or, en or jaune, en or rose et en or blanc ou en platine, je me souviens plus. Je rentre
Et je dis, je voudrais acheter le coffret. Et les mecs, ils disent, attendez monsieur, keep cool, on n'a pas prévu de l'importer en France, faut qu'on vous donne le prix, etc. Et je dis, bon, très vite, je rencontre Gino et on fait GP depuis. Je veux dire, ça fait presque 30 ans. Donc, le déclencheur à chaque fois, c'est d'abord d'être en éveil, de voir ce qui se passe, et puis de dire, bon, il y a des gens dans leur coin qui font des trucs. C'est pas forcément d'ailleurs proposer des montres à des prix qui sont réservés qu'à quelques-uns. Je veux dire, quand je vois une marque comme ZRC il y a 3 ans, les gars viennent me voir avec une histoire familiale, le grand-père qui bossait pour faire des montres pour les plongeurs, et notamment les militaires. Je dis, le truc est super cool. Et c'est pas parce que ça vaut pas 300 000 et que ça vaut 3 000 balles, bien sûr qu'on y va, parce que ça amène quelque chose au sujet. Et de la même façon, je veux dire, récemment, on a été tous surpris, positivement, et c'est finalement, dans la vie, à mon avis, le truc le plus cool, c'est de se faire étonner. Positivement, bien sûr. C'est-à-dire, quand beaucoup de gens de la place Vendôme, beaucoup de joailliers ont très bien fonctionné pour prendre des parts de marché à des marques du sérail, et pas des moindres. Mais sur la montre d'homme, les joailliers, ils ont toujours quand même galéré de façon un peu sérieuse. Quand Bulgari arrive avec l'Octofinissimo, alors là, d'un seul coup, c'est j'allais dire, plus que rafraîchissant, parce que ils font X records jusqu'au dernier avec le tourbillon chrono, donc du mouvement automatique simple, en passant par la répétition minute, le tourbillon auto, le tourbillon méca, etc., etc., avec une sensation et un confort au poignet, où d'un seul coup on dit je connais pas d'équivalent, c'est une nouvelle sensation. Ça fait plaisir aussi de se dire que on n'attendait pas ce coup-là de cette direction. Et aujourd'hui, enfin, au moment où on parle, parce que les montres préférées, si ça fait partie des questions, c'est toujours la prochaine. Oui. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai acheté ma 6e Octo, parce que je trouve ça fantastique. Alors, après, c'est toujours pareil. Les gens qui sont les insiders, qui sont dans cette industrie ou qui la suivent de très près, même si certains sont clients et pas dans le métier, ils comprennent tout ça. Après, les gens me disent « Quoi, Bulgari ? Ah, t'es pas au courant. » Bon, on va te renseigner. Ouais, mais c'est pas des horlogers. On peut discuter. On va t'expliquer ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Sur la base d'un dessin Genta, etc. Enfin, bon, donc, je pense que c'est vraiment de rester en éveil et de dire, voilà, ça peut amener un truc. Là, il y a quelque chose. Ces gens-là font un truc. Et que ce soit Mazzoli, De Witt, Grand Seiko, enfin, je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie spécifique dans mon esprit. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est-à-dire, je suis évidemment subjectif. C'est-à-dire que demain, on va me proposer la marque la plus commerciale du monde et on va me dire, bon, ben là, il y a un chiffre d'affaires garanti de X et qu'elle ne me plaît pas, très franchement, je ne le ferai pas. Et je ne dis pas ça pour flagorner. Je veux dire, on a des clients qui viennent vraiment pas nous voir pour ça. D'accord. Ils sont en fréquence, alors peut-être pas à 100% sur tout ce qu'on fait, mais ils sont en fréquence sur ce qu'on leur propose. Et souvent d'ailleurs, leur question, c'est ah mais ça c'est nouveau, bah ouais, donc tu l'as pris, donc je suis en confiance. Ou bien simplement, qu'est-ce que tu as reçu de dingue ? Étonne-moi, quoi. Et on revient toujours à cette notion de surprise. On est un magasin de jouets, hein. Oui. Je le dis depuis longtemps. Hein. C'est vrai. Mais vous dites que vous recevez beaucoup de marques. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des marques, je dirais, un peu plus institutionnelles que vous n'avez pas forcément pris, enfin, chez Chronopassion ? Historiquement, si je remonte à assez longtemps, bon, on a eu IVC, Gégère, Lange & Söhne, qui sont plus là aujourd'hui. On a eu Cartier, parce que Alain-Dominique Perrin, à une époque, voulait qu'on ait Cartier, alors que j'adore Alain-Dominique Perrin et je trouve que Cartier est une marque fantastique. Mais je lui dis non, on va pas y arriver, c'est pas notre religion, parce que c'est planétaire.
Alors on a fait des pièces uniques, on a fait des trucs ensemble, etc. Et puis bon, on a fait ça quelques années, on a convenu, enfin, il a convenu vraiment que bon, oui, c'était pas notre spécialité. On a fait des tests aussi, hein, je veux dire, avec certaines maisons, pour s'apercevoir que, bah non, c'était pas. Et ça veut rien dire d'ailleurs. C'est pas pour nous, c'est pas nos clients. En tout cas, suffisamment pour que ça fonctionne. Donc des marques institutionnelles, on en a eu pas mal. Donc il y a eu Audemars, bien sûr. Bon, Audemars, c'est fini puisqu'ils ont pris le même parti d'avoir uniquement des boutiques. De toute façon, les marques, c'est très volatile, hein, surtout chez les institutionnels. Hein. Oui. Les détaillants, ça dure un certain temps, et puis l'ancienneté ne veut pas dire grand-chose. Bon, après, il y a des séparations qui se passent bien, comme avec Audemars, où ça a été Gentleman et Royal Aubard, et puis d'autres avec qui ça ne se passe pas. Mais donc, on a eu beaucoup plus de marques institutionnelles à l'époque, c'est vrai. Mais il y a des marques aussi où c'est moi qui suis parti. D'accord. Là, je les nommerai pas, mais elles font partie de celles que j'ai nommées, où je trouvais qu'ils avaient perdu et ou dilué l'état d'esprit, la philosophie de la maison quand je l'ai connue. Et que d'un seul coup, je ne m'y reconnaissais plus, et mes clients non plus, surtout. Mais j'ai vu aussi que vous avez la marque Tudor, Grand Seiko aussi. Ouais. Enfin, mais ça reste des marques quand même un peu plus institutionnelles. Ah, bien sûr. Mais institutionnelles, j'ai envie de dire, avec, dans les deux cas, une notoriété qui n'a pas été encore travaillée depuis finalement bien longtemps. Oui. Alors, c'est deux cas différents. On a Grand Seiko, c'est les années 60, mais il n'y a jamais eu de communication sur Grand Seiko. Très peu. Et pendant des années, Grand Seiko, comme c'est souvent d'ailleurs le cas dans la mentalité et l'approche japonaise, il y avait une autosuffisance du marché japonais. Ok. Il y a maintenant 2 ans, 2 ou 3 ans, il y a la volonté en fait de la direction de Seiko et donc de Grand Seiko de dire bon, on va communiquer. On va communiquer sur Grand Seiko, qui est une niche dans la production Seiko, parce que Seiko c'est un monstre. Seiko fabrique 450 millions de mouvements pour l'extérieur. Quand on visite les usines, ce que j'ai fait l'année dernière, ça rigole pas, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Bon, c'est Epson, enfin, je veux dire, on est dans le lourd. Grand Seiko, on ne sait pas combien c'est de montres produites. Alors, bon, et c'est pas la peine de poser la question à des Japonais sur place parce que ils répondent pas, surtout. Ah. Mais bon, mettons que ce soit 20 000 montres. C'est peut-être 15, c'est peut-être 30. Beaucoup d'amateurs éclairés sont hyper unanimes. En termes de zéro défaut, ils sont là. On a eu une discussion amusante d'un monsieur qui regardait une Grand Seiko chez nous à la loupe et d'un possesseur d'une marque traditionnelle qui était là et qui regardait ça en disant bon, il ne faut pas l'intérêt, etc. Et les gars se sont amusés. Il a dit ok. Alors, moi je prends une loupe, je regarde votre montre, toutes les poussières, tous les défauts, tous les trucs, toutes les marques, etc. Je vous les liste et puis vous faites pareil sur ma Grand Seiko. Le mec sur le Grand Seiko, il n'y a rien à dire. Oui, bah oui. Bon, alors on est dans l'extrême, on est dans le côté japonais ultime, où de toute façon, s'il y avait le moindre défaut, bah, le mec il se suicide, quoi. Le mec il l'a fabriqué. Mais il y a eu surtout cette volonté aussi donc de communiquer depuis peu. Et je dis, on embarque. Et en se rendant compte aussi, parce que on a toujours une fausse idée reçue en tête, c'est que Grand Seiko, c'est pas Seiko, que Seiko, il y a des montres vraiment super abordables et d'autres qui le sont moins, mais chez Grand Seiko, les prix sont assez soutenus. Oui, oui, bah beaucoup plus que chez Seiko. Je veux dire, grosso modo, on va avoir des montres qui sont entre 4 000 et 50 000, 80 000, 100 000, etc. Et ça, on ne le sait pas beaucoup.
avec des éditions limitées, des trucs de fous furieux en termes de métier d'art. Et puis, alors bon, ils communiquent pas par hasard, hein. On est dans une période où il y a de la houle, mais le fait que quand ça y couvre Place Vendôme, c'est quand même un pied de nez assez rigolo. Et puis bon, il y a du fond derrière, je veux dire, il y a une vraie volonté. Donc, je trouve logique d'avoir été tout de suite sur le coup, en tout cas quand ils ont eu volonté de communiquer. Tudor, c'est encore une autre histoire, parce que Tudor, ils existent depuis bien longtemps, mais depuis bien longtemps, la position de Tudor, elle n'était pas claire. Moi, je considérais même qu'à une époque, c'était une sorte de taxe sur les revendeurs Rolex. C'est-à-dire, bon, une fois que le gars avait fait sa commande, on lui mettait une pièce de Tudor. Bon. Et d'ailleurs, la marque n'avait pas de stand. La marque n'avait pas de communication. En tout cas, je parle sur les quelques dizaines de dernières années. Ce n'était pas le cas dans les années 50, 60 plutôt. D'un seul coup, il y a une volonté de Tudor, de Rolex, de dire, voilà, Tudor, on va en faire une marque, on a un stand à part, on a des équipes à part, on a bientôt d'ailleurs une fabrication à part, puisqu'il y a la manufacture qui est en construction, et on fait donc la volonté donc, du père fondateur d'avoir une marque un peu moins onéreuse que la marque à la couronne, et de s'autoriser aussi un peu plus de fun, des trucs peut-être un peu plus jeunes. Donc, et quand, à l'époque, je vois le démarrage de cette histoire, notamment avec la bronze, Black Bay bronze, là, d'un seul coup, je dis, ouais, ça c'est cool. Allons-y. Allons-y, grave. Et puis on a démarré avec beaucoup de satisfaction. Bon, moi je voulais une centaine de bronze évidemment. Bon, j'en ai pas une centaine, mais j'en ai quand même beaucoup. Et on a, je veux dire maintenant, je pense mon sentiment. Après, je peux me tromper, mais les efforts et la rigueur qui est opérée par cette maison, je pense que ça va aller assez loin. C'est-à-dire que quand on voit... bon, alors après, la prod a un peu de balle à suivre. Je pense que les choses vont se résoudre aussi quand la manufacture sera achevée. Mais bon, après, crise Covid, etc., vient compliquer le jeu, évidemment. Mais je pense que c'est destiné à un très bel avenir sur un segment un peu différent, un peu entre les deux, et qui est aujourd'hui une alternative intéressante. Et c'est aussi, je trouve, on le voit aussi dans notre clientèle, des clients qui ont des montres très, beaucoup plus onéreuses, etc., mais qui volontiers achètent une Tudor. Et on voit aussi beaucoup de jeunes, soit qui se font offrir, soit qui choisissent une Tudor parce que elles sont très belles. Très bien positionné et avec une esthétique qui est assez pure et assez cool, quoi. Et après, mais c'est vrai que le gros avantage de Tudor, mais c'est aussi son prix. Mais c'est un prix qui reste relativement abordable. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a une vraie volonté là-dessus, d'ailleurs. Oui. D'accord. Bah, ça, c'est sûr. Et parmi toutes les et parmi tous les modèles que vous avez lancés, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot et qui serait votre préférée? Une, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Ouais. C'est sûr. J'ai vendu ma collection de montres à Hong Kong il y a 3 ans, avec Oralbax, chez Philips, pour recommencer à zéro. J'avais pas autant de monde que mes clients, j'ai envie de dire heureusement. Mais j'ai vendu donc 43 montres. Il y avait beaucoup de protos, beaucoup de trucs spéciaux, beaucoup de numéro 0, beaucoup de numéro 1. Et évidemment, en règle générale, ce qui est assez logique, les montres que j'achète sont plutôt des marques que je représente. Redémarrer à zéro, c'est assez... D'abord, c'est pas dans ma nature, mais c'est assez intéressant. Et je me rends compte aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure,
Quand je vous disais, je dois être à ma 6e ou je sais même plus d'ailleurs, Octofinissimos. Bon, je crois que c'est une forme de réponse. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant toujours pareil, on est très cyclique. La montre préférée, c'est toujours la prochaine, même quand on la connaît pas. J'ai un gros manque par rapport au fait que j'ai plus de MBNF, plus de Urwerk. Et j'avais 3 Urwerk et j'avais 2 MBNF. Ça fait partie des choses qu'il va falloir résoudre. Et j'en parle avec Max fréquemment, avec Félix, etc. Mais non, c'est très compliqué. Et puis parce que moi j'ai hérité de cette approche un peu accumulateur, c'est-à-dire, mais c'est vrai sur ce sujet, malheureusement sur d'autres. Mais non, je crois que c'est un ensemble. On peut pas, enfin, il y a des gens qui passent très bien toute leur vie avec quasiment le même vêtement ou la même voiture ou le même truc, etc. Moi, je trouve que le nombre fait cohérence. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est ce collectionneur de bidons d'huile qui disait « ouais, ça n'a aucun intérêt ». Mais quand le mec il ouvre le hangar et qu'il y a 8000 bidons, là, d'un seul coup, il y a toute l'histoire de l'aviation, il y a des grands graphistes qui ont travaillé sur le sujet, etc. Bon, les montres, c'est un peu pareil. Si je dis, voilà, je suis amateur, je collectionne et que j'ai 5 montres, ouais, ok. Pourquoi pas. Mais on a des clients qui, quand ils sortent 300 pièces de telle marque ou 200 pièces de telle autre, là, d'un seul coup, ça réveille. Et puis, ça réveille la mémoire. On se dit, ah ouais, c'est vrai, waouh, il y a eu ça. Et là, ça fait une pièce spéciale pour vous. Enfin bon, non, j'ai un peu de mal à dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la totalité des marques qu'on représente sont des marques que j'aime et que je choisis, encore une fois, dans une démarche qui est avant tout émotionnelle. D'ailleurs, certains le disent, hein, je veux dire, parfois ils me disent, j'ai eu encore ça sur l'Instagram Chronopassion ces jours-ci, où un gars dit « Ah !» Encore un choix où on renonce pas à la difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir les vendre. Il les aime, mais il va falloir les vendre. Ouais, il y a des trucs bizarres, puisque je travaille avec des gens qui ont des toutes petites quantités. Je veux dire, je pense à Strom, je pense à Karl Suchriansonne, qui sont dans des subtilités un peu de second, voire de 3e degré. Que ce soit Fiona Kruger, j'ai pris les connexions anniversaires Ralph Lauren, celles qui sont montées avec des mouvements Piaget ou IVC, qui sont des toutes petites quantités, qui sont des montres relativement onéreuses. J'ai pas de souci avec ça. C'est sûr que je tourne autour de marques qui sont pas forcément celles dont on parle le plus. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont, de mon point de vue, incontournables. C'est-à-dire que ce soit de Breguet à Bell & Ross, je travaille avec eux parce que Breguet, ça reste un classique incontournable, même si je trouve qu'il devrait être plus novateur à un certain moment. Mais bon, on transforme quelqu'un en lui mettant une brique dans les poignets. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et des gens comme Bell & Ross qui sont que je connais aussi depuis toujours, enfin depuis vraiment le début. Bon, ils restent sur leurs histoires de lecture, de terre et mer, et de faire des choses qui sont rationnel, fun, il continue d'avoir une dynamique et une énergie, quoi. C'est ça qui est assez formidable. C'est vrai. Mais dans votre collection, est-ce que vous avez des pièces que vous ne vendez pas chez Chronopassion? Ouais, mais là je suis embêté parce que je sais pas quand les porter. Si, la nuit, bon, chez moi. Mais c'est pas un secret, hein, mais là j'ai reçu 2 montres Undone, qui sont des montres Popeye, qui sont sorties sur Insta et ils ont fait une série Popeye absolument formidable. Bon, j'ai acheté les 2 versions. D'accord.
Ouais, non, bien sûr, ça m'arrive. Il y a des moments, je peux pas me retenir, quoi. Ouais, c'est un peu impulsif. Ouais, bon, maintenant, là, Hendon sont des montres qui sont pas dans la catégorie de ce qu'on pourrait vendre. Mais enfin, la plupart du temps, quand ça fait partie de la catégorie des montres qu'on pourrait vendre, si j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de dire tôt ou tard, souvent avant d'ailleurs, mais tôt ou tard, ce sont des marques, si on peut travailler avec elles, avec qui on travaillera évidemment. D'accord. Mais vous vendez plein de montres différentes, et même pas forcément des montres, mais vous vendez aussi des bijoux. Très peu. En fait, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est on fait que des montres. La seule exception qu'on ait réalisée au fil du temps, bon, c'est d'abord les bijoux Fabergé quand on a pris les montres Fabergé. On dit bon, ça semble pas complètement incohérent. Après, on a fait des objets connexes. On travaille avec Roland Itten sur les boucles de ceinture qui sont très mécaniques et aussi raffinées dans leur fabrication et dans leur approche que de l'horlogerie. On a travaillé aussi, enfin, mais après en bijoux, ça se limite à ça. Les produits connexes qu'on va faire, alors ça ne nous empêche pas de vendre du speedometer, ou des boutons de manchette TF Est, ce genre de choses. Mais grosso modo, bon, on a quelques stylos Heidelberg, par exemple, où on a fait une édition Chronopassion, d'ailleurs, j'allais dire évidemment. On travaille avec l'épée sur certaines horloges, mais là, on est déjà dans le connexe, normal. Et puis Loop System, parce que c'est la meilleure loupe du marché depuis qu'Alberto a introduit ce produit. Et puis avec des rotatifs de chez Cubic ou des boîtes de rangement, etc. Mais je veux dire, en termes de bijoux, j'ai envie de dire que voilà, c'est Fabergé l'exception, et que forcément, c'est quand même un autre métier, quoi. Je veux dire, autant je suis à l'aise pour parler d'une montre pendant 2 heures ou toute la journée même, mais sur un bijou, c'est plus compliqué. Voilà, une fois qu'on va avoir son descriptif, combien il faut de carats et que il vous va bien, je suis un peu court. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas avoir lancé votre propre marque de montre? Parce que c'est une autre histoire. L'association avec Richard, elle allait un peu dans ce sens. C'est-à-dire que d'abord, je trouve ça plus commode sur des projets de ce type d'être à plusieurs que d'être tout seul. Bon, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité par la suite, mais si on veut, à mon avis, et ça c'est mon sentiment, mais il est quand même souvent vérifié, si on veut lancer sa marque de montre, grosso modo, je pense qu'il y a 2 paramètres sur lesquels qui me semblent obligatoires et que je suis pas complètement prêt à franchir. Le premier, c'est qu'il faut aller habiter en Suisse, à mon avis. C'est-à-dire que parce qu'en termes de prod, etc., il faut être là. Et il faut comprendre la logique du truc, avoir la bonne cartographie des gens avec qui il faut travailler, etc. Enfin, donc ça nécessite quand même de vivre là-bas. Bon, ce qui est pas une volonté farouche de ma part. Et 2, si on veut bien faire le job, ensuite, alors par les temps qui courent, c'est évidemment plus compliqué, mais la deuxième chose, c'est qu'ensuite, il faut voyager de façon quasi permanente. Parce que une marque, ça passe par la distribution, donc il faut aller conquérir des marchés, visiter ces retailers, etc., etc. Donc ces 2 aspects-là, bon, j'ai jamais été tellement dans cette dynamique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, d'une certaine façon, que j'ai beaucoup, alors même si ça n'a pas le même, si c'est pas le même rapport, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup participé à des aventures sans être impliqué autrement qu'en termes de détaillants.
on a fait pas mal de collabs, mais aussi de réunions produits sur des produits qui n'étaient pas forcément d'ailleurs pour nous, avec plein de maisons avec lesquelles je travaille. On va plus loin, j'ai envie de dire, que le détaillant qui va commander la référence truc ou X ou Y. Il y a une volonté d'aller jusqu'au produit, d'inventer des trucs avec certaines maisons. Je veux dire, Moser, on s'amuse beaucoup à inventer des trucs, que ce soit en termes de marketing, mais aussi en termes de produits parfois. Des choses dont je peux pas vraiment parler, mais en tout cas, ce que je peux juste effleurer en sous-pesant bien mes mots. On s'est amusé, par exemple, avec Moser, à faire une montre qu'on ne montre pas. D'accord. Qui n'est jamais exposée. Et qui n'est jamais postée. Et que vous ne vendez pas, du coup? Si, Si. on vend, à condition que le client ne la poste pas. Ah, d'accord. Bon. Donc, il y a toujours, je veux dire, on va jusque-là avec certaines maisons, quand elles sont réceptives et qu'on est sur la même fréquence. Hein, mais donc, ce sont des rapports un peu particuliers qui remplacent un peu le fait, oui, de monter une marque, c'est encore une autre histoire, mais bon, pour les raisons évoquées, ça s'est pas fait, quoi. J'ai pas eu une vraie volonté de le faire. Ça aurait pu être un peu différent à certaines époques, mais finalement, habiter en Suisse, bon, pourquoi pas. Mais bon, faut-il encore y aller, et puis et voyager en permanence, c'est encore une autre histoire. J'aime bien voyager, hein, c'est pas la question, mais bon, c'est aussi presque un choix de vie quand même, c'est rentrer en religion. Hein, maintenant, bon, faut savoir ce qu'on a envie de faire. Hein. C'est vrai. Mais quels sont les futurs projets de Chronopassion? Bah aujourd'hui, tout est tellement bizarre et tout est tellement complexe parce qu'on n'a pas de vision dans ce bordel ambiant. Je veux dire, les projets, ils sont plus que flous. Je sais pas. Alors, on est en train de faire des trucs quand même, parce qu'il faut faire des trucs, notamment des collabs qui sont en préparation, parce que ça prend toujours de toute façon pas mal de temps, et ça en prend encore plus à l'heure actuelle, parce que beaucoup de maisons sont ralenties au niveau prod. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de projet, je dirais, autre ou majeur. C'est-à-dire, je ne vais pas ouvrir d'un seul coup ailleurs ou changer la donne sur la politique de notre façon de faire. Non, pour l'instant, on est plus dans une sorte de continuité, mais avec une vision qui est un peu attentiste, dans la mesure où nous, 85% de nos clients, ils sont étrangers. Donc le trafic étant ce qu'il est aujourd'hui au niveau touristique, bah, on vend 80% à distance. Donc c'est pas évidemment la même chose que quand quelqu'un vient physiquement. Même si on aurait pu penser qu'une histoire comme ça n'arrive jamais, parce que Paris sans touristes, c'est même pas envisageable. Donc il faut voir, parce qu'aujourd'hui on n'a pas idée de la longueur de ce tunnel, quoi. Ça va être un peu complexe. Il est probable d'ailleurs, en tout cas c'est mon sentiment, qu'il va y avoir du dégât quand même. Je pense aussi. Et que ce dégât va redistribuer les cartes encore d'une façon différente, qui sera peut-être positive ou négative selon là où on se trouve, quoi, hein, et selon ce qu'on fait dans ce métier. Donc, mais je pense aussi qu'il y aura aussi des échanges, il y aura aussi des rachats, il y aura aussi différentes choses. Donc aujourd'hui, on est très au jour le jour. Donc il n'y a pas de... Et puis il y a des projets un peu de côté en disant peut-être pas le moment de s'énerver sur des trucs qui sont déjà pas évidents quand tout va pas si mal. Là aujourd'hui, je sais pas. Ouais, J'ai pas de réponse. Pour le coup, je pense que c'est un peu le flou, quoi. Ouais. Merci Monsieur Picciotto de m'avoir accueilli. Welcome.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Chronopassion, qui est vraiment une très très belle boutique parisienne, avec de très beaux garde-temps et de très beaux jouets. Et moi je vous dis à la prochaine. Ça marche. Bye bye.